Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Judith Chen et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Bienvenue, c'est Quelle comédie, le podcast qui chaque semaine vous invite à pousser la porte de la comédie française. À l'affiche de cet épisode, 2 textes lus face caméra par Clotilde Bézère et Didier Sandre, La peau de chagrin de Balzac par la première et Les caractères de La Bruyère par le second. La Comédie Française propose en ligne une offre importante liée au programme du bac français, un programme qui demeure inchangé pendant plusieurs années, ce qui permet à la Comédie Française d'augmenter le nombre de ses propositions année après année. Alors, La peau de chagrin et Les caractères sont donc 2 des ouvrages proposés aux élèves de première, 2 livres qui sont évidemment bien différents, que ce soit en termes de forme, de sujet ou d'époque. Pour évoquer ces lectures, Clotilde Bézère et Didier Sandre sont à mes côtés. Bonjour à tous les deux. Bonjour Julie. Et merci beaucoup d'être là pour partager avec nos auditeurs ce travail de lecteur, de liseur. En préparant notre rencontre, je pensais à la devise de la Comédie Française, Simul et singulis, que l'on peut traduire par être ensemble et rester soi-même. Alors je me disais que naturellement ça s'applique au travail de troupe, mais quand vous vous retrouvez face caméra pour lire un livre, je pense qu'elle marche aussi parce que le singulis, bon, il est évident, mais que diriez-vous du simul? Est-ce qu'on n'est pas tout spécialement ensemble avec l'auteur quand juste, j'oserais dire, on le lit? C'est possible, il y a quelque chose qui passe de cette ambiance, de cette troupe, de cette, moi je dirais, pour parler de Balzac, d'énergie collective qui peut rentrer effectivement dans cette lecture. Mais je pensais surtout, c'est marrant, ça m'est venu avec cette lecture, que le travail du comédien, dans une moindre mesure évidemment, par rapport au travail de l'écrivain, il y a quelque chose, en tout cas dans ce que Balzac décrit sur sa façon de créer les choses, les personnages vivent en lui. C'est-à-dire qu'il décrit ça comme quelque chose de terrible parce que ça l'habite et ça continue à vivre en lui tout le temps. C'est-à-dire que la comédie humaine, qui est une multiplicité de personnages, une chose qu'il a inventée d'ailleurs, de correspondance entre les romans, de garder les mêmes personnages, ça vit en lui. Et je trouvais que cette chose-là de vécu avec les personnages, ça a quelque chose à voir avec le comédien. Donc quelque part, j'ai l'impression de m'approcher du travail de ces auteurs qu'on admire et qu'on essaie d'incarner avec ce biais-là. Essayons de faire vivre ces personnages en nous, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Que Pirandello aussi avait d'ailleurs. Il vivait avec ses personnages, quitte à même parler fort dans la rue. Et Balzac, c'est pareil, il parle avec ses personnages. Je sais que Racine aussi, il marchait en disant, en parlant avec ses personnages. Donc les auteurs ont quelque chose aussi de faire venir à la vie des êtres humains. Et c'est un peu notre travail aussi. Donc je trouve que ce parallèle, il m'a beaucoup touchée en fait. Oui, pour La Bruyère, c'est un peu différent parce que ce n'est pas un roman, c'est une succession de notations, d'observations de l'époque de Louis XIV. Donc, l'époque de Louis XIV, c'est l'époque aussi de Molière. Donc, c'est une chronique du temps qui est assez peu, disons, là où j'ai parfois du mal avec ce genre de texte, enfin surtout les caractères de La Bruyère, c'est que ça n'a pas de valeur universelle. C'est vraiment relié à une période de l'histoire, à une époque, à une pratique de la monarchie et du pouvoir, etc. Et que La Bruyère en fait une observation assez critique, assez caustique. Mais donc, ça ne peut avoir d'intérêt qu'en complément d'une étude de l'époque et de ce qu'était la politique, la sociologie de cette époque-là. Ce n'est pas universel, contrairement aux essais de Montaigne, par exemple, que j'ai lus aussi, avec beaucoup de plaisir, du coup, mais qui ont vraiment une valeur universelle, intemporelle, même si c'est parfois
en tant que comédien, on bute un peu sur des syntaxes un peu archaïques, un peu bousculées, et qui sont parfois un peu difficiles à mettre en bouche. Moi, je me sens à l'intérieur de la comédie française, bien sûr, de prendre la voix une voix du XVIIe siècle, alors qu'on prend principalement celle de Molière et des auteurs de cette époque-là dans le répertoire. Je pense aussi que quand on demande à Clotilde ou à Denis ou à Guillaume ou à moi de lire des textes comme ça, c'est aussi parce qu'on est une troupe, on est singulier et ensemble, mais on n'a pas tous les mêmes compétences. Et je pense que des acteurs sont plus habiles à faire certaines choses et d'autres choses, et que c'est vrai qu'avec l'expérience, l'âge, la fréquentation des textes, etc., ça donne une certaine aptitude, disons, à accomplir ce genre de travail, qui est quand même un travail assez ardu, parce qu'en très peu de temps, il faut enregistrer un paquet de pages. Voilà. Oui, il y a quelque chose d'assez solitaire, tout d'un coup, de se poser face caméra pour lire un texte. Est-ce que ce sont des textes que vous proposez, ou bien on vient vous chercher en disant, Clotilde, est-ce que vous liriez La peau de chagrin, et Denis, est-ce que vous liriez Les caractères, ou bien vous, La peau de chagrin est un ouvrage que vous avez lu, qui avait pu vous émouvoir jeune, il est au programme, c'est tant mieux, vous le proposez. Vous, Les caractères, on a l'impression que c'est un peu moins un livre de chevet. Non, on est venu nous demander. Non, c'est pas du tout un choix. D'ailleurs, je n'avais pas lu La peau de chagrin. J'ai lu beaucoup d'autres romans de Balzac, mais celui-là, je l'avais pas lu. Je l'ai découvert avec plaisir et j'étais très contente. Mais c'est vrai que c'est une chose qu'on nous demande. Oui, d'accord. Je me demandais si jamais il y avait c'est pas un choix spontané, mais en fait, quand on me l'a demandé, j'ai joué Louis XIV. Il fallait parfaire un peu le tableau, c'est ça, c'était une partie manquante. Oui, c'était un peu... il y avait quelque chose de ça, et puis aussi le fait que tous les deux, on a fréquenté quand même énormément de textes, et qu'on a plus peut-être d'expérience pour ce genre d'exercice. Et on va venir au texte précisément, mais peut-être juste votre rapport vous-même à la lecture à voix haute. Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient naturellement aussi parfois, ce besoin d'oralité quand vous lisez pour vous-même? Est-ce que vous-même, vous avez lu des histoires? Est-ce que vous avez souvenir qu'on vous ait lu des histoires sur cette manière de partager la lecture à voix haute? Moi, j'ai ça avec mes enfants et mes petits-enfants, mais pas personnellement. C'est-à-dire que je ne lis pas à voix haute chez moi, avec mon mari ou quoi que ce soit. mais mes enfants, oui, j'ai beaucoup lu d'histoires à mes enfants qui adoraient ça, et mes petits-enfants adorent ça aussi. Donc voilà, c'est une petite expérience. Quelquefois, je m'endors même sur le livre, tellement, quand on est fatigué, la lecture, de temps en temps, ça a tendance à me faire piquer du nez. Moi, je lis à voix haute. Alors, je ne sais pas si c'est une façon d'avoir appris à lire. Je veux dire, mais je ne sais pas lire en transversal une page. Je lis à voix haute. C'est pour ça que je lis lentement. Je lis peu. mais je crois que quand je lis, je lis bien. Ça reste... Ça s'ancre. Ça s'ancre, exactement. Ouais. C'est le mot juste. Par contre, et l'exercice de la lecture à voix haute, ma première expérience a été avec ma fille. J'étais à Vienne et on se couche de bonne heure en Autriche après le spectacle. Et j'avais pris La recherche du temps perdu, parce que ça pesait moins lourd dans une valise que plusieurs bouquins. Et j'ai commencé à lire. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et en voyant une adolescente rire et s'esclaffer de rire et pouffer comme ça devant la phrase de Proust et sur cette histoire de famille et d'enfance et de cet univers provincial et familial comme ça, je me suis dit que tout d'un coup, elle n'aurait peut-être pas ri si je lui avais donné à lire. Et que tout d'un coup, d'entendre la phrase. Parce que, en fait, je ne pense pas que la lecture soit neutre, quoi qu'on en dise. Je n'y crois pas. C'est une première interprétation. Voilà,
une interprétation. Moi, la façon dont j'avais de le lire j'ai de lire les caractères de la bruyère, si on échange, si je lis La peau de chagrin et si Clotilde lit les caractères de Bruyère, ce sera deux façons différentes de l'entendre, le comprendre et de le transmettre. Et ça, maintenant, on nous demande beaucoup, aux acteurs de faire des lectures, parce que je crois que c'est une façon de faire passer aussi une écriture, de faire passer un verbe. Voilà, est-ce que les gens on s'est aperçu depuis des années que le public adorait ça. Alors, oui, les livres audio, d'ailleurs, il y a quelque chose qui marche très bien, mais comme il y avait les feuilletons à la radio, la Comédie Française, d'ailleurs, a enregistré énormément, toutes les pièces de Racine, mais voilà, on a toujours eu ça, c'est-à-dire cette lecture. Moi, je suis un enfant de ça. Ouais. J'ai eu goût pour le théâtre par le théâtre à la radio, par les feuilletons, etc. J'ai été bercé par les voix. Exactement. Moi, je suis persuadée que là, c'est vraiment on touche à un endroit vraiment très, très important, même de l'éducation, parce que beaucoup d'élèves sont devant un livre, devant quelque chose de mystérieux et qui ne comprennent pas ou qui ils ont l'impression que ça va être ennuyeux. Et je sais que moi, j'ai toujours commencé avec mes enfants à faire une page. Je faisais toujours ça au moment de la lecture, au moment où ils apprennent à lire, à leur montrer justement l'aspect vivant de la lecture, l'aspect tout d'un coup l'imaginaire commence. Si on est délivré de cet apprentissage qui est quand même ardu et qui est quelquefois un peu lent, donc on a du mal, la pensée va plus vite que sa lecture, donc c'est toujours difficile pour quelqu'un qui n'est pas habitué à lire beaucoup. Et donc cette chose-là de lire avec l'enfant, de lire une page et de laisser l'enfant lire l'autre page, et comme il s'énerve un petit peu parce qu'il n'arrive pas bien à lire, la page d'après, on le lit de façon plus... Alors, il veut savoir la suite. Et cette chose-là marche très, très bien. Et je conseille à beaucoup de parents de faire ça. Oui, parce que c'est une méthode qui marche très bien et qui donne un peu d'appétit aux enfants de découvrir. Parce que moi, j'ai toujours dit à mes enfants, mais... avec un livre, tu ne t'ennuies jamais. Je veux dire, un bon livre, ton imagination, elle part et jamais tu as d'ennui. Si tu as la lecture dans ta vie, voilà. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants n'ont pas eu ce passage, ce déclenchement. On n'a pas su leur donner cet amour de la lecture. Et il y en a qui le découvrent plus tard, mais c'est important. Donc c'est pour ça, même adulte, en entendant un texte, peut-être que ça va vous donner envie d'en lire d'autres, de découvrir d'autres choses, parce qu'on se rend compte que c'est vivant. Comme tu dis, sur Proust, moi j'étais très jeune. Vous avez lu La Troupe, toute la recherche, ça fait partie des choses qu'on peut... mais c'est vrai que jeune, moi j'ai lu un premier tome de Proust, je me suis emmerdée, j'ai laissé tomber le livre et j'ai laissé pendant 10 ans. Après 10 ans après, j'ai commencé à découvrir que c'était drôle, que c'était formidable, vivant, etc. Et là, j'ai tout lu. Mais c'est vrai que à 20 ans, je l'ai laissé tomber parce que j'ai trouvé ça... trop compliqué, ça m'énervait. Donc je pense que les choses comme ça viennent aussi par le fait d'entendre et de voir que c'est pas ennuyeux. Là, quand les élèves de première ont à leur programme les caractères de la Bruyère, alors la peau de chagrin, ce côté roman initiatique, extrêmement romanesque, ce pacte faustien comme ça. Donc il y a quelque chose d'assez attirant du grand roman dans lequel on peut plonger. Mais les caractères, cet aspect comme ça fragmentaire, c'est moins aisé, je pense. Donc, je pense vous pouvez nous en lire un petit oui, extrait ? Je pense que de toute façon, dans les liasses qui ont été choisies et proposées pour le bac, je veux dire, il y en a qui sont vraiment de niveau d'un enfant de 17 ans, de 15-16 ans, mais il y en a qui sont du niveau de l'agrégation, je veux dire, qu'il est très, très difficile de comprendre, tellement les références et les connotations historiques... Il se réclame des antiques, lui, des anciens. Il se réclame des anciens. Il se réclame des anciens. Je veux dire, il faut faire des recherches énormes. Il y a même des choses que je n'ai pas bien comprises parce que je n'ai pas le bagage de culture antique qui me permettrait d'y avoir accès. Donc, je crois qu'il faut que les professeurs... fassent des recherches aussi pour nourrir l'élève et pour lui donner les clés. Et pour lui donner les clés de ce qui se dit. Moi, il y en a quelques-unes qui sont assez faciles à absorber. Mais il y en a un, par exemple, Ménalque,
qui est le portrait soi-disant du distrait. On a vraiment l'impression que c'est un des plus épais, hein. Il y en a 4-5 pages. On a vraiment l'impression que c'est une description de l'Alzheimer. Je veux dire, c'est quelqu'un qui ne sait plus absolument pas où il est, ce qu'il fait, où il pose les choses, il erre dans la ville. C'est à la fois drôle et tragique. Enfin, c'est assez étonnant. Mais... Donc, il y en a des plus simples et des plus gais. On espère de vieillir et l'on craint la vieillesse, c'est-à-dire l'on aime la vie et l'on fuit la mort. Voilà. Une longue maladie semble être placée entre la vie et la mort afin que la mort même devienne un soulagement et à ceux qui meurent, et à ceux qui restent. Ça, c'est plutôt assez drôle. À parler humainement, la mort a un bel endroit, qui est de mettre fin à la vieillesse. La mort qui prévient la caducité arrive plus à propos que celle qui la termine. Et j'en ai une aussi qui est chouette sur les enfants. Ah oui, j'aime bien celle-là. Aux enfants, tout paraît grand. Les cours, les jardins, les édifices, les meubles, les hommes, les animaux. Aux hommes, les choses du monde paraissent ainsi, et j'ose dire, par la même raison, parce qu'ils sont petits. Je trouve ça très drôle. Enfin, non, oui, mais c'est la manière en plus de le formuler, quoi. Bah oui. Évidemment, ça passe beaucoup par la phrase, hein, ce sont des notations qu'on pourrait faire aujourd'hui aussi dans un autre langage, et sur les mêmes personnes et dans les mêmes cercles du pouvoir, etc. Mais évidemment, le style de la langue comme ça, c'est aussi un vrai... Enfin, moi, j'y ai beaucoup de plaisir aussi. Oui, le plaisir en effet de cette langue. Moi, ce que je trouve difficile quand on pense à cet exercice-là de la lecture, c'est qu'il y a la lecture cursive d'une dramaturgie, un héros qu'on va suivre, Raphaël, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que voilà, on se pose des questions, l'amour, la quête, la vie, la mort, ce qu'on doit, etc. Mais là, pour les caractères, je me dis qu'on n'est pas tenu. En fait, on a une pensée qui n'est de rien, qui tombe dans l'abîme à la fin, et pour autant il faut les enfiler. Je me demandais s'il y avait une fatigue particulière de lecture, de ce genre de lecture fragmentaire. Une comme fatigue? Ça. Oui. Non, c'est-à-dire évidemment le secret enfin, la tâche qui nous incombe, évidemment, c'est de rester attractif, audible, compréhensible, etc. Donc on ne lit pas pour soi, on lit pour transmettre. Et particulièrement des jeunes gens et des jeunes filles qui vont passer le bac. Donc, je sais pas, il y a une espèce d'exigence morale quand même à être sur le coup et à pas montrer que parfois on s'ennuie un peu, ou etc. Qu'on y croit moins. Bien sûr, il y a forcément des moments sur 3-4 jours de lecture de La Bruyère où il y a des moments où il faut se rebooster, il faut aller boire un verre d'eau, il faut sortir prendre l'air, il faut revenir, faut arrêter l'enregistrement pour reprendre de l'énergie, reprendre de la vigueur, etc. Et de façon à rythmer aussi la lecture. Je pense qu'il y a aussi un exercice de presque musical, de contraste à mettre, par exemple, ne pas enchaîner des choses comme ça sur un ton monocorde qui fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus exactement de quoi il s'agit et ce que l'on dit. Si on essaye musicalement d'apporter des contrastes au niveau de l'énergie vocale, au niveau de la force vocale ou du retrait vocal, du rythme, etc., on arrive à créer des pics et un mouvement général qui fait qu'on retient l'attention, qu'on essaye en tout cas cette déjà tentative. Sa propre attention à soi. Voilà, sa propre attention à soi, mais absolument. Dès qu'on sent qu'au bout de
d'une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que c'est le matin, parce que on est dans des endroits sombres, sans aération, etc. Donc, pour enregistrer, ce qui fait que des fois, on a absolument besoin d'un café. Et faut pas hésiter à arrêter pour reprendre l'énergie et pour retrouver un rythme et quelque chose d'actif dans la lecture et pas quelque chose que l'on subit en faisant l'enregistrement. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais un auteur pas plus moderne, mais plus romanesque. Et donc, du coup, c'est surtout pour moi, c'était de ne pas me laisser endormir dans la pensée. Parce qu'on se rend compte que si on ne maîtrise pas la pensée, si on n'a pas exactement la rhétorique de l'auteur dans la tête, on se laisse emporté par... on dit les phrases, on dit exactement ce qu'il dit, mais simplement... si la pensée n'est pas là, je pense que les auditeurs ne comprennent pas bien le texte. Et ça, c'est très important. Et c'est marrant parce que c'est une chose qui est beaucoup là chez Racine, par exemple. Si on n'a pas la rhétorique, si on ne sait pas où va l'auteur, pourquoi il dit ça et jusqu'où il va... on est perdu et les spectateurs sont perdus aussi parce que c'est très important parce que c'est une chose invisible. C'est l'architecture de l'œuvre. Oui, c'est l'architecture et si tu l'as pas dans la tête, en fait, tu peux pas faire comprendre. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression-là, c'est invisible, c'est une chose qui ne se voit pas, mais qui se sent. Mais qui te guide. Et c'est-à-dire que si la personne est un peu perdue et a lâché le fil, moi, en tant qu'auditeur, je le sens. Oui. En tant que spectateur, je le sens. On sent quelqu'un qui nage et qui ne sait pas où il en est. Et ça, pour moi, dans la lecture, c'est très important. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand je sens ça, je dis stop, comme tu dis, on fait une pause et on essaie de se remettre dedans. Ça a été trop vite et là, je laisse passer le sens. Je ne sais pas où je vais. Oui, moi, j'ai aussi demandé parfois à recommencer. À recommencer des choses sur lesquelles je sentais que j'étais un peu mou, que je m'absentais petit à petit de la lecture. Et donc, j'ai demandé aux deux garçons qui nous enregistraient de recommencer. Mais pour me donner un coup de fouet, quoi, pas pour me punir, mais pour me relancer en quelque sorte. Mais ce que dit Clotilde est très juste. Et on a souvent l'occasion, en tant que pédagogue, par exemple, un élève qui commence une tirade classique, je veux dire, il faut qu'il sache où est-ce qu'elle va. S'il la commence comme ça et puis il navigue à vue en se disant « Ah, tiens, ça y est, c'est 2 vers, 3 vers, 4 vers, 5 vers, 6 vers. » Il faut arriver au bout. Pourquoi, comment la pensée chemine au début quand on commence quelque chose à dire. Peut-être pas là en ce moment. Non, mais ça permet aussi des accents, sans doute, des manières, des mots qui deviennent plus saillants aussi dans cette perspective d'architecture, d'avoir comme ça un arc qui nous mène d'un début à une fin. Ça va faire des réaux de couleurs, ça et là. Il y a des choses. C'est-à-dire que si ta pensée n'est pas terminée, tu peux pas terminer ta phrase. Enfin, il y a quelque chose qui ouvre l'esprit. Même s'il y a un point. Si la pensée n'est pas terminée, le point, il est ouvert sur autre chose parce que la pensée, elle va plus vite. Donc, il y a une dynamique et il y a quelque chose qui fait que le lecteur écoute. Et sinon, il s'ennuie. Enfin, je sais pas, moi, j'ai vraiment cette impression-là. Et pour autant, il ne faut pas non plus lire trop vite. Non. C'est ça aussi. Il y a une question de tempo. Mais ce n'est pas une question de vitesse. Justement, c'est ça que j'explique souvent aussi aux jeunes. Ce n'est pas une question d'aller vite, c'est une question de savoir où tu vas. Comme tu disais, c'est vraiment une question d'aller d'un point à un autre. Si je prie la parole, si je veux démontrer quelque chose, je vais jusqu'à la fin de ma démonstration, comme c'est écrit. Après, dans la vie, on invente comme ça, mais quand c'est écrit que ça va vers quelque chose, il faut, toi, dans ta pensée, que tu saches que tu veux aller vers ça. C'est ça qui rend les choses vivantes. Alors là, dans La Bruyère, moi, contrairement à une lecture romanesque, j'avais la difficulté qu'il répète souvent la même chose.
C'est-à-dire d'une façon un petit peu légèrement différente, mais enfin ses observations sur les mignons de la cour, sur les courtisans, sur la façon de se tenir, etc., la satire qu'il fait du monde des courtisans, c'est souvent un peu les mêmes choses. Ouais. Donc pour réactiver la description, pour la rendre un peu plus pittoresque, un peu plus, enfin en tout cas écoutable, entendable, il y avait des petits sursauts à avoir comme ça. Et est-ce qu'on a des espèces de garde-fous, c'est-à-dire qu'on a ces manières, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on se dit, oui, il faut que je me protège, comme on peut avoir des tics de langage, est-ce qu'on a des tics de lecture qu'il faudrait combattre, c'est peut-être un grand mot, mais... Moi, je sais que je vais trop vite, donc je me freine un peu de temps en temps. Et puis, j'ai tendance, bon, je sais pas comment on lise les autres, mais moi, j'ai tendance à bafouiller de temps en temps, avoir voilà, donc j'essaie de me calmer, de bien me concentrer pour essayer d'avoir quelque chose de clair dans la tête, au moins, et de pas aller trop vite, parce que mon défaut, c'est toujours d'aller trop vite. Moi, des tics de lecture, je sais pas, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est le défaut inverse, c'est-à-dire que je fais parfois trop lentement, trop lent, ce qui peut générer un rythme un peu assoupissant, un peu endormant, parce que j'ai une voix aussi un peu sombre et que je m'en méfie parce qu'elle peut hypnotiser à un moment donné et finalement entendre une espèce de ronron, peut-être charmant, mais dans lequel les mots se diluent et disparaissent. Et ça, c'est l'acuité et la précision du phrasé et de ce que l'on a à dire. C'est un travail sur lequel il faut être vigilant tout le temps. Il y a quelque chose de patrimonial dans ces lectures enregistrées. C'est la photo d'un instant, mais enfin, ce sont des choses qui restent. Vous êtes en plus dans cette troupe de la Comédie Française, donc vous vous inscrivez dans une histoire. Quand on écoute d'autres générations, on remarque souvent qu'il y a la voix d'une époque. Et je me demandais comment est-ce que vous entendiez la voix de notre époque, et est-ce que vous pensez, voyez, comme on entend je sais pas, quand on va aller écouter les poètes, on peut avoir la voix de plusieurs poètes, quand on entend la voix de Claudel, j'en sais rien. Oui. Ce sont des voix qui ont un parfum, le parfum d'une époque. On est forcément de son époque. Comment vous y pensez à ça ? J'y pense en écoutant ceux des autres. C'est-à-dire que je me dis toujours, dans 30 ans, ma façon de parler sera inécoutable, inécoutable aura ce côté du XXIe siècle, cette modernité qu'on a, je veux dire, qui sera dépassée. Et c'est bien de faire partir de son époque. Ça fait que, justement, dans tous ces textes, on les renouvelle parce qu'on fait entendre avec un accent nouveau, pour des jeunes, on fait redécouvrir des choses qui, eux, pensent des vieilleries et on leur montre que c'est vivant parce que les êtres humains ont les mêmes préoccupations de tout temps. Donc c'est ça qui est beau et c'est ça qui fait que à la sortie du théâtre, quelquefois, quand un jeune vient vous dire « Ah, on a lu ça en classe, ça m'emmerdait », puis à voir ça, « Oh, c'est tellement vivant, c'est génial, ça me donne envie de jouer, de le faire. » Enfin voilà, donc ça c'est réjouissant et c'est notre boulot. Hein. C'est pour ça on dit la Comédie Française, la poussière, vous jouez toujours des textes anciens, mais notre métier c'est pas ça, c'est pas de jouer des textes anciens, c'est de les faire partager et de les faire vivre. Oui, de les faire vivre aujourd'hui. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup. Hein. Le vers, comment dire le vers, on ne le dit pas aujourd'hui comme on le disait il y a même 30 ou 40 ans. Moi, je suis très attaché aux dictions anciennes parce que c'est elles qui m'ont donné envie de faire du théâtre. J'écoutais la radio, j'écoutais Gérard Philippe, Maria Cazares, Geneviève Fache, toute l'équipe de du TNP ont bercé mon enfance et m'ont donné envie de faire du théâtre. Et l'année dernière, avec les académiciens, j'avais fait un travail sur l'évolution des modes d'élocution. J'avais trouvé un enregistrement de Sarah Bernard, par exemple, d'Alain Cuny, de Delphine Seyrig, de Maria Cazares, enfin des grandes voix comme ça. Et à quel point
Antoine Vitesse disait une chose que je trouve merveilleuse. Il dit « Ne nous moquons jamais de ce que nos aïeux ont adoré ». Et je trouve ça magnifique parce qu'effectivement, quand justement dans Proust, les descriptions qu'il fait du jeu de la Berma, qui est Sarah Bernard, etc., aujourd'hui, on se demande comment les gens ont pu aimer ça, quoi. Mais de la même façon que quand j'ai commencé à faire du théâtre, on disait mais que Gérard Philippe avait une voix pas possible, etc. Ou que Maria Cazares chevrotait, que Delphine Seyrig était une précieuse, ridicule, etc. Mais il y a aussi que les techniques de captation du son ont beaucoup évolué. Les micros, c'est vrai, quand on entend Apollinaire ou Aragon dire ses poèmes, etc., on se dit, mais c'est pas possible. Bon. Mais il y a aussi que les micros étaient tellement peu sensibles qu'il fallait une projection énorme. Aujourd'hui, c'est tout juste si on ne vous met pas un micro dans la gorge pour capter. Donc, le son de la voix aussi. Et pourquoi dans les théâtres, on sonorise de plus en plus les acteurs, c'est pas par leur incapacité à projeter et à faire de la voix. C'est parce que l'oreille s'est modifiée et que l'oreille du spectateur supporte de moins en moins la voix projetée, qui n'est pas une voix naturelle de confidence, dite à l'oreille, etc. Alors, on peut être pour, le regretter, etc. Mais ça, c'est un autre problème. Un petit conseil juste de chacun par rapport à votre lecture, aux élèves qui écouteraient et qui peut-être se disent « Ouh là là, la peau de chagrin, c'est long, est-ce que je vais y arriver Balzac, franchement, c'est dépassé. Et puis La Bruyère, je comprends rien, ça m'est très lointain. » Moi, je dirais pour leur donner un petit coup d'appétit. Moi, je leur dirais de faire comme moi je fais, c'est-à-dire de ne pas vouloir tout absorber d'un seul coup. Mais d'ouvrir le livre et puis de lire une page. Voilà, c'est tout. Et puis de revenir, de ne pas se dire « Oh là là, je vais m'en faire 50 pages, etc. » Parce que là... c'est indigeste. C'est indigeste. Mais par petites touches, par page, etc., on peut y prendre beaucoup de plaisir et beaucoup de joie et de bonheur, quoi. Oui, moi, ça relève un petit peu du même conseil. C'est-à-dire que je pense que quand il y a comme ça un matériel disponible, c'est formidable parce que ça leur permet de naviguer entre l'écoute. Et puis après, moi, je conseille à tous d'essayer de lire un petit peu, des petits bouts. Ouais. Parce que, comme dit Didier, de toute manière, c'est une interprétation. C'est ma façon de lire et ma façon de voir les choses. Donc, c'est pas la vôtre. Et que, voilà, je ne suis pas un adolescent de 15 à 17 ans. Et je pense que ce livre de Balzac, il est écrit par quelqu'un d'assez jeune, avec une force comme ça incroyable. C'est un livre incroyable où il y a une multiplication de possibles et une force de vie formidable. Donc je pense qu'il faut le digérer aussi par soi-même. Il faut arriver aussi alors pas forcément tout le roman si ça vous fait peur, mais des petits bouts au moins que vous les lisiez vous-même, que vous essayez de voir un petit peu où ça vous mène. Et ça rend l'exercice plus facile puisque vous avez des moments où vous pouvez vous dire, bon, j'écoute. Et puis à un moment, tiens, j'ai envie de le relire parce que ça m'a bien plu à l'écoute, mais j'aimerais bien le lire moi. Parce que moi, je ne vais pas peut-être le lire de la même façon. Oui. Tout à fait. Bah ouais, ça fait partie du plaisir. Il y a les deux. Il y a celui de l'écoute et puis il y a celui de lire aussi pour soi, avec son propre rythme, sa propre voix intérieure. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus partager ces expériences de lecture. La peau de chagrin, c'est 4 épisodes qui sont donc en ligne chaque mercredi du mois de novembre. Donc à la fin novembre, vous avez tout. Donc vous avez ensuite plusieurs mois devant vous pour y goûter. Et les caractères de La Bruyère seront quant à eux en ligne mi-décembre. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie Dalmagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.